Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Quel rôle la jeunesse peut-elle jouer dans la promotion d'une migration sûre, humaine et ordonnée? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons trois invités pour en parler. Pascal Reichens, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Mali. Dr Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako. Il est spécialiste de la migration. Et Madame Kankou Sangaré est magistrate, présidente du tribunal de grande instance de Ségou. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Pascal Reichens, quand on parle de migration de façon générale et plus particulièrement de migration irrégulière, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une très très bonne question évidemment, parce qu'en général, quand on parle de migration ces derniers temps, surtout dans les médias et dans les débats politiques, on a un focus tout à fait particulier sur la migration irrégulière. Moi, je dois rappeler une chose. Les questions de migration, ce sont des questions historiques, ce sont des questions qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes ici, maintenant et aujourd'hui, en tant qu'être humain. Donc l'homme a d'abord toujours eu l'aspiration à bouger, à l'aspiration à un monde meilleur et le fait de pouvoir trouver des endroits qui permettent d'aller vers ce monde meilleur, que ce soit de manière individuelle ou collective. Alors, sur la question de la migration, il y a trois points particuliers que j'aimerais mettre en avant. La migration est une question de gouvernance, la migration est une question de mobilité et la migration est une question de résilience. Ces trois points touchent à la migration régulière et également à la migration irrégulière. Je m'explique. Le fait de pouvoir faire la promotion d'une migration sûre, ordonnée et humaine passe par le fait de mettre en place des moyens légaux de migrer de manière sûre, régulière et ordonnée. La migration irrégulière, en fait, elle est le corollaire des restrictions qui sont mises sur le déplacement des populations. Pour différentes raisons, on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard, mais je pense que ça c'est le point de départ. Le deuxième point de départ que j'aimerais mettre en avant, c'est les questions de mobilité. Ce sont des questions contemporaines qui sont également le corollaire du développement des moyens de transport au niveau mondial, au niveau global, de l'échange des biens au niveau mondial et au niveau global, de l'échange d'informations au niveau global et mondial. À savoir que nous sommes ici dans ce studio à Bamako. En moins de 2 secondes, je peux être à New York, Lima, Hong Kong ou ailleurs en employant mon téléphone mobile. Ce qui est la même chose pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc l'aspiration à une mobilité plus rapide est là. Et puis le troisième point, c'est la question de la résilience. Donc idéalement, dans un monde idéal, le fait de migrer devrait pouvoir être un choix informé, donc ce qu'on appelle une migration volontaire. La migration irrégulière est souvent liée à une migration forcée. Forcée pour différentes raisons. Ça peut être des raisons sociales, des raisons économiques, des raisons écologiques, des raisons politiques. Mais ce qui fait qu'il y a un lien entre ces deux types de migration, c'est de toute façon l'aspiration à vivre mieux, pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, parfois pour son pays. J'espère qu'on y reviendra aussi, parce que nous sommes convaincus, je suis convaincu, qu'une migration sûre, humaine et ordonnée peut bénéficier à tout le monde, aux migrants, aux pays d'accueil et aux pays d'origine. Mais l'équation est très compliquée à mettre en place. C'est un des défis actuels auxquels sont confrontés les décideurs politiques. Il faut savoir que la question de la migration est une question, d'un côté, de souveraineté nationale. D'un autre côté, la question de la migration est une question qui demande de toute façon de mettre en avant le dialogue au niveau mondial, au niveau régional, au niveau local. C'est une question qui n'amène pas de réponse simple.
Donc, je n'ai pas de réponse simple à votre question, à savoir quelle est la différence entre l'un et l'autre. Je pense que la différence entre la migration régulière et irrégulière, ce sont surtout les conditions dans lesquelles se trouvent les gens quand ils sont au sein de migration irrégulière. J'y reviendrai si vous me le permettez un peu plus tard. D'accord. Brema Lidiko, les Maliens qui quittent le Mali pour d'autres pays, on les appelle les émigrés. Alors, quelle est la forme de migration qu'on rencontre beaucoup plus concernant le Mali? Est-ce la migration régulière ou la migration irrégulière? Disons qu'on rencontre les deux, parce que la migration irrégulière, par définition, est une migration qui se passe dans des canaux non officiels, donc c'est difficile à quantifier. Par exemple, on sait qu'entre 2013 et 2018, il y a plus de 600 Maliens qui ont perdu la vie dans les eaux internationales. Ça, c'est ce qu'on a pu dénombrer, identifier à partir des papiers ou en tout cas d'autres formes de témoignages. Mais la migration légale, elle est importante parce que si vous prenez le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, quand même, qui est une association reconnue d'utilité publique par le Mali, elle est représentée dans 162 pays. Donc, quand vous regardez le nombre de pays à travers le monde, vous voyez quand même que c'est très important. Au-delà, on voit que les Maliens sont beaucoup de migrants. L'autre jour, nous avons organisé une conférence à l'université et une des questions toutes bêtes que j'ai posées aux gens, est-ce que parmi vous, il y a par exemple des gens qui peuvent dire que dans leur famille, il n'y a pas de migrants? Il n'y en avait pas. C'est pour dire que soit dans les familles, il y a des anciens migrants, soit il y a des gens qui aspirent à partir, soit il y a des gens qui sont en fait, en tout cas sur les routes de la migration irrégulière, et soit c'est des gens qui sont partis et qui sont en train de préparer les retours. Donc les deux formes de migration sont assez développées et ces deux formes de migration existent depuis fort longtemps. Alors, Madame Kankou Sangaré, merci d'accepter notre invitation au téléphone. Vous, quelle analyse faites-vous de la situation au Mali concernant la migration? Merci, monsieur le journaliste. L'analyse que je fais de la migration au Mali est que le Mali est une terre de migration. Historiquement, c'est une terre de migration. Et en plus de cela, il y a plusieurs raisons qui font que les Maliens partent en migration pour diverses raisons. Parce que les raisons peuvent être d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre climatique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, et même d'ordre volontaire, parce qu'on peut s'expatrier volontairement. Donc la migration, c'est d'abord un choix personnel. Et ensuite, des contraintes qui peuvent l'imposer à des personnes. Alors, Monsieur Pascal, vous avez parlé de restrictions et de choix. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les mesures qui sont mises en place pour rendre la migration plus régulière plutôt, est-ce que ces mesures-là ne sont pas à revoir? Ces mesures demandent un dialogue constant entre les différentes parties. Elles demandent, selon moi aussi, puisqu'on va parler de la jeunesse, d'impliquer aussi les personnes elles-mêmes. Je crois que pour l'instant, c'est probablement ce qu'il manque dans ce dialogue-là. On se retrouve avec un dialogue qui est un dialogue au niveau international, qui est bien sûr nécessaire, mais qui demande à impliquer les organisations de la jeunesse, qui demande à impliquer les organisations de la société civile. Le dialogue est à ce stade moins inclusif quand on prend l'aspect des jeunes. Absolument. Je crois que c'est vraiment très très important de pouvoir écouter quelles sont leurs aspirations et comment y répondre au mieux. On est dans un monde en évolution actuellement qui ne va pas s'arrêter. La migration ne va pas s'arrêter non plus. Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que la migration n'est pas un problème, mais est une problématique qui demande à être gérée non pas de manière unilatérale, c'est simplement que c'est impossible de gérer la question de la migration et surtout de la migration internationale de manière unilatérale. Ça doit se faire en bon dialogue avec ses voisins, au sein de sa région et de manière plus large au niveau global. Et à ce niveau-là, moi j'aimerais rappeler quand même deux outils qui sont développés au niveau international pour l'instant. Le premier que nous connaissons tous, et je représente l'Agence des Nations Unies pour les migrations, ce sont les objectifs du développement durable pour 2030, dans laquelle la question de la migration se retrouve pas au premier plan, mais en tout cas de manière tout à fait transversale au niveau
de ces objectifs. Donc le principe étant que les migrants ou la migration doit pouvoir, au même titre que les populations d'accueil dans les différents pays, avoir les mêmes droits, les mêmes possibilités. Donc je crois que ce texte-là est vraiment très très important. Et le deuxième texte, c'est le Pacte mondial sur les migrations, qui a été adopté en 2018 et qui doit maintenant se mettre en place au niveau national par tous les États signataires. Alors, bien sûr, je crois que quand on revoit ces textes-là, est-ce qu'on demande une adaptation des textes ? Je crois qu'on a fait le choix d'aller sur ce qu'on appelle des standards internationaux minimales. Pourquoi ? Parce que c'était l'occasion de pouvoir garder un dialogue entre les uns et les autres. Ce qui est important sur les questions de migration, c'est de pouvoir garder les interlocuteurs autour de la table. Les interlocuteurs officiels, mais également de pouvoir associer les migrants eux-mêmes afin de savoir quelles sont les aspirations, comment est-ce qu'on peut avancer. Et je crois qu'on doit même pouvoir aller plus loin. On doit pouvoir faire le lien entre, d'un côté, le secteur public et de l'autre côté, le secteur privé. C'est assez étonnant, mais quand vous discutez avec les acteurs au sein du secteur privé, on parle de mobilité, et on parle de mobilité comme étant un atout. Mais souvent, cette mobilité qui est un atout se retrouve confrontée à des règlements qui demandent à être changés ou à être en pleine évolution. Brema Lidiko, au Mali, la jeunesse n'est-elle pas la couche la plus concernée par la migration ? Oui, alors la jeunesse a été depuis toujours la couche la plus concernée par l'immigration et elle l'est toujours. Nous sommes dans un pays qui a environ une population de 20 millions, sur lesquels 75% ont moins de 35 ans et 65% ont moins de 25 ans. Et lorsqu'on regarde la distribution statistique en fait, du nombre de migrants maliens, en tout cas à l'étranger, on voit que la jeunesse, c'est la population, en tout cas la couche la plus concernée par cette migration. Mais c'est vrai que vous avez parlé à un moment donné de la question des politiques et des restrictions. Si je prends l'exemple de la relation, par exemple, entre la vallée du fleuve Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la France, il y avait jusqu'aux années 1984 une certaine libre circulation des personnes et des biens parce que bon, il y avait un besoin, ça répondait en tout cas à des objectifs économiques, donc on avait besoin d'une main-d'œuvre abondante. Et lorsqu'on regarde, c'était des jeunes qui partaient, et généralement célibataires, ils partaient pour 3 ans, maximum 7 ans. Il revenait, il se faisait remplacer par un cousin, un oncle, en tout cas un proche. Mais à partir du moment où, de l'autre côté, les conditions ont changé, qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre plus qualifiée et que les jeunes ne l'étaient pas, bon, c'est normal qu'on mette en place des dispositifs qui répondent aussi aux besoins économiques. Et donc là, ça a créé d'autres alternatives pour des jeunes qui étaient obligés, dans ces cas-là, d'emprunter d'autres voies, donc notamment la voie de la migration irrégulière, pour pouvoir regagner l'Europe. Parce que là, le problème qui est fondamental pour moi, qui touche les jeunes, c'est un peu le mirage de l'Eldorado, qui est entretenu pour moi par 2 canaux principaux. Le premier canal, c'est la télévision. Parce que lorsqu'on voit l'Afrique, c'est assez souvent les images de la misère, de la faune, la flore, la guerre qu'on montre. Et quand on montre l'Occident, ce sont des belles avenues, des belles maisons qu'on montre. Donc ça, c'est le premier canal qui laisse croire finalement que là-bas, que les conditions sont réduisantes et qu'ici, ça ne va pas. Et donc le second canal, ce sont les migrants eux-mêmes. Parce que même les migrants qui sont passés par la voie irrégulière, des gens par exemple comme Gassama, qui ont souffert pendant 7 ans, ce n'est pas cet aspect de souffrance et autres qu'on montre. Personne ne va filmer son propre lit, ni le foyer dans lequel il est, ni ce qu'il mange à midi, ni comment il dort. Chacun va prendre des belles photos auprès des belles voitures, auprès des belles avenues, auprès des beaux monuments pour entretenir l'illusion que là-bas c'est mieux qu'ici. Et donc il faudrait à un moment donné arriver à déconstruire le mythe de mieux vivre là-bas et pour montrer aussi toute la souffrance vécue et toute cette privation d'immigrants. Certains d'entre eux sont même devenus des marchands de sommeil parce que bon, vous travaillez le soir, vous n'avez pas besoin de votre lit, vous le sous-louez à quelqu'un d'autre. Donc la jeunesse elle est concernée, mais assez souvent elle n'a pas forcément, elle n'est pas associée, comme l'avait dit tout à l'heure M. Pascal, aux discussions. Et de façon générale, même les migrants eux-mêmes ne sont pas associés forcément à toutes les discussions qui les concernent. Et donc, finalement, on se retrouve dans des discussions entre les États, ce qui est tout à fait normal, mais on n'associe pas forcément les migrants et on n'associe pas forcément les proches des migrants. Et quand on sait le rôle tout important, en tout cas des proches, qui mobilisent les fonds, qui accompagnent, qui désignent dans certains cas qui part, qui ne part pas, même l'usage de fonds, en tout cas les transferts de fonds, qu'est-ce qu'on en fait? Et tout ça, ce sont les proches. Et assez souvent, il y a très peu de campagnes
en tout cas destinée à ses proches. Et il y a aussi une autre couche qu'on oublie, c'est peut-être un peu les marabouts et charlatans qui encouragent les migrants à en partir parce que ils vont donner des gris-gris ou en tout cas des décoctions et par leur discours, c'est des psychologues sociaux qui attestent que ça va marcher parce que pour X, Y, ça va marcher. Ils vont jusqu'à même montrer des photocopies, je sais pas, des systèmes de transfert dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité, pour dire, vous voyez, j'ai reçu tel nombre de millions de la part de X que j'ai fait partir. Et donc, c'est comme ça des catégories, à la fois les jeunes, mais aussi les proches, mais aussi un peu tous ces charlatans et marabouts qui encouragent le processus et finalement, qui souvent se soldent par de nouvelles macabres, quoi. Madame Kankou Sangaré, à votre avis, sans l'inclusion des jeunes qui sont les plus concernés par la migration, Dr Brima Elidiko vient de le dire tout de suite, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une migration sûre sans l'inclusion de ces jeunes dans les différentes discussions et dialogues? Non, il est pratiquement impossible d'avoir une migration sûre sans l'implication des jeunes, parce que ce sont eux les principaux acteurs de la migration. Il faut les informer sur les enjeux de la migration irrégulière et de la migration dite irrégulière. La migration dite irrégulière, c'est la migration qui est faite en amont, avant de franchir la frontière d'un pays. On n'a pas respecté les clauses légales de la franchise des frontières de ce pays. Donc, ça peut amener à des situations de vulnérabilité des migrants. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout informer les jeunes et les impliquer activement dans les activités d'information sur les enjeux de la migration, que ce soit la migration irrégulière ou la migration irrégulière, dite aussi clandestine. Certains pensent que les jeunes ont aujourd'hui suffisamment d'informations par rapport aux difficultés, aux enjeux que rencontrent les migrants sur la route. Aujourd'hui, qu'ils ont plus besoin d'être écoutés. Oui, ils ont plus besoin d'être écoutés, mais on dit que la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. De ce point de vue, il ne faut pas se lasser d'informer sur les risques de la migration dite irrégulière. Parce que la migration dite irrégulière crée la situation de vulnérabilité et ces vulnérabilités peuvent avoir des répercussions importantes sur même l'intégrité physique, morale et les biens du migrant. Donc, l'information est capitale pour cette sensibilisation des jeunes. D'accord. Pascal, qu'est-ce que vous appelez migration sûre, humaine et ordonnée? Alors, c'est une migration qui se fait dans un cadre officiel, avec des règlements qui permettent de faciliter cette migration. On parle de la jeunesse. Il existe une migration régulière pour la jeunesse. Ce sont les bourses d'études qui permettent d'aller étudier à l'étranger, qui permettent de se former, qui permettent également, quand elle est organisée convenablement, de garder le lien avec la communauté et le pays. Et à moyen terme, ce genre d'échanges sont des échanges qui sont tout à fait positifs pour tout le monde. En tant que jeune qui part à l'étranger, on découvre une nouvelle culture, mais dans un cadre qui n'est pas un cadre où on doit d'abord s'occuper de son bien-être physique. Théoriquement, il y a une grande partie qui est prise en charge. La deuxième chose, on se forme à des techniques, mais si c'est bien organisé, on garde malgré tout sa culture, ses moyens de fonctionner au pays. Et là, il faut pouvoir aller plus loin alors sur les questions qui sont relatives à tout ce qui concerne la migration et le développement.
Très souvent, on a l'impression que si les jeunes vont partir, ils ne vont jamais revenir et donc ils seront perdus pour leur communauté, pour leur pays d'origine éventuellement. En fait, si on ouvre plus de canaux réguliers de migration qui doivent permettre une mobilité dans un sens, mais également dans l'autre sens, ce qu'on va créer, c'est plus de connaissances, des meilleures connaissances qui vont pouvoir favoriser en fait le développement, qu'il soit économique, social, culturel et autres, des deux côtés. Et c'est ça la migration, c'est ce que nous appelons, bon, on entend ça souvent en anglais, du win-win, mais c'est du win-win-win en fait quand on se retrouve sur une migration sûre, régulière et ordonnée. Le problème qu'on a pour l'instant... Les bourses concernent beaucoup plus généralement les jeunes scolarisés, diplômés. Pour les jeunes non scolarisés, quelle peut être la forme de migration sûre pour ces jeunes ? Alors, là aussi, je pense qu'il faut qu'on sorte des modèles traditionnels, de se dire, bon, il n'y a que les personnes qui sont qualifiées et hautement qualifiées qui sont à même d'être mobiles. On a parlé aussi de migration sud-nord. Moi, je rappelle aussi quand même qu'il y a un terreau de migration sud-sud qui peut être tout à fait, qui a un potentiel énorme, entre autres sur ce continent. Et je pense que pour éventuellement les personnes moins qualifiées, ben, il y a besoin de mettre en place des formations. Il y a besoin de faire en sorte que ces formations puissent résulter sur un accès soit directement au travail ou à l'émigration pendant un certain temps. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est qu'on a l'impression qu'on doit faire des choix qui sont définitifs. Se dire, je pars, tu pars et tu ne reviendras pas ou tu reviendras à la fin de ta vie ou à la fin de ton parcours. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Il y a beaucoup de gens sur la Terre qui ne doivent pas faire ce choix, justement parce qu'ils ont ces possibilités de pouvoir être ce qu'on appelle mobile, pouvoir faire le choix éclairé d'aller à un endroit, d'y revenir, de continuer à garder le lien avec sa famille, avec sa communauté, et de continuer quelque part à contribuer. Donc on a parlé très rapidement de la question des transferts d'argent. Les transferts d'argent sont bien supérieurs à l'aide publique au développement. C'est connu, c'est reconnu, c'est nécessaire. Mais on peut faire beaucoup mieux avec ces transferts d'argent. Les transferts d'argent, bon, on reste dans un cadre familial. Ça peut être un cadre familial, on va dire, élargi. On doit pouvoir aller plus loin dans les discussions, se dire comment favoriser l'investissement des jeunes qui se sont formés à l'étranger ou qui sont partis, même ceux qui sont moins qualifiés. On peut se retrouver avec des jeunes qui sont moins qualifiés ou qualifiés différemment. J'aime pas du tout le mot moins qualifié. Vous savez, si vous me demandez de réparer une voiture, je serais incapable de le faire. Je pense que ça demande certaines qualifications et que ça demande d'être reconnu parce que j'aime bien que ma voiture fonctionne aussi. Donc, qualifier différemment, et je pense qu'il faut pouvoir, il est temps maintenant, au XXIe siècle, de pouvoir sortir de la petite boîte qu'on a en se disant quelles sont les aspirations des jeunes. Je reviens toujours à la même chose, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un jeune puisse avoir le choix éclairé, soit de rester dans sa communauté, de s'engager dans une activité agricole, dans une activité de développement économique au sein de sa communauté. En même temps, on a parlé des échanges de biens, mais je pense qu'en faisant ça, on peut également avoir une ouverture sur l'étranger et ensuite on peut très bien contribuer tout à fait au développement social, économique et au développement individuel également. D'accord. Dans les différentes politiques, Brima Ilidiko, les jeunes non scolarisés et déscolarisés sont-ils oubliés ? Oublié, je ne le pense pas. Vous savez, en 2008, l'Espagne, l'ANPE et le ministère des Affaires étrangères ont signé un accord de mobilité des jeunes, justement, non scolarisés, ou en tout cas qui travaillent dans les, manuellement, qui font un travail, on va dire, qui ne sont pas des fonctionnaires. Et ça a permis, par exemple, à 29 jeunes, vous allez me dire que 29 c'est peu, mais c'est déjà un début, à 29 jeunes maliens de partir en Espagne pour travailler dans les plantations pendant 6 mois. Certains jeunes se sont illustrés, donc ils ont eu des contrats fidélisés avec leurs patrons. Et donc chaque année, ils ont, pendant un certain temps, ils font un séjour de 4-5 mois pour aller travailler dans les plantations à Almeria ou dans la zone de Barcelone ou de Madrid, etc. En 2009,
2009, ça a continué. Mais entre-temps, l'Espagne a été frappée par une crise économique comme la Grèce. Et donc là, bon, quand il y a une crise économique, les nationaux commencent à investir les secteurs aussi traditionnellement pourvus par les migrants. Mais c'est déjà un processus qui continue, ce qu'on appelle la migration circulaire, mais qui est une migration ordonnée. Et ensuite, en 2009, l'Union européenne avait financé la création du CIGEM, le Centre d'information et de gestion de migration. Quand il y avait ce centre, il y avait par exemple des recensements des opportunités dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, au Qatar et au Yémen. Donc il y a des milliers de Maliens qui ont été informés à travers le CIGEM et donc des jeunes avaient signé des contrats, donc plus d'1 millier pour aller dans les pays du Golfe, même si ceci dit, les conditions de traitement dans les pays du Golfe n'étaient pas irréalisables, beaucoup se sont plaints. Ça c'est autre chose, mais en tout cas c'est une opportunité pour des gens qui traditionnellement n'avaient pas la possibilité de migrer. Après, il y a beaucoup d'immigration des jeunes non qualifiés dans la partie ouest africaine. Vous savez, depuis 1979, il existe un protocole de libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO. Et d'ailleurs, la migration africaine est une migration intra-africaine à 83% au moins, voire plus. Ça, c'est d'abord les documents officiels qui le disent. Et quand vous prenez la migration malienne à travers le monde, c'est environ 4 à 5 millions de Maliens, sur lesquels vous avez pratiquement 3,5 millions en Afrique. Ça, c'est grâce justement à ces conventions bilatérales et sous-régionales qui favorisent la mobilité. Et donc, la migration malienne en Côte d'Ivoire, c'est plus de 2 millions. Et quand vous prenez, c'est quand même des gens qui ne sont pas forcément diplômés. Et donc, à 95%, c'est des gens qui n'ont pas forcément été à l'école ou qui ont abandonné. Et donc, on peut qualifier comme étant des gens qui sont oubliés de fait, mais qui ne sont pas oubliés, qui ont des opportunités de se mouvoir au sein de 15 pays de la CEDEAO, d'y travailler, d'y résider, de gagner leur vie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur cette migration intra-africaine, donc on n'arrive pas à quantifier leur rapport à l'économie, mais pour autant, ils sont nombreux. Et ils sont plus nombreux d'ailleurs que ceux qui sont dans la migration internationale vers l'Europe, par exemple, qui est sous l'effet des projecteurs. Donc, ils ne sont pas du tout oubliés. Madame Kankou Sangaré, vous êtes à Ségou. Est-ce que vous pensez que ces mesures concernent également les jeunes qui sont au niveau rural? Et quelles mesures dont vous parlez? Les mesures d'accompagnement pour que la migration puisse être beaucoup plus sûre, notamment pour les jeunes qui n'ont pas bénéficié de scolarisation. Bon, je n'ai pas de statistiques par rapport aux jeunes qui sont dans le milieu rural. Mais moi, je pense que ça doit concerner tout le monde pour ne pas avoir de discrimination. Et ces mesures doivent concerner tout le monde. Mais à mon niveau personnel, je n'ai pas de statistiques pour mesurer le niveau de participation des jeunes ruraux à cette forme d'immigration. Quelle est la responsabilité des parents, selon vous, sur le départ des jeunes? Bon, et le départ des jeunes doit être situé à 2 niveaux. D'abord à un niveau personnel. Parce qu'il y a des jeunes qui partent sans même que les parents ne soient au courant de leur départ. Et après quelques mois ou quelques années, qu'ils donnent des signes de vie aux parents. Donc c'est d'abord une décision personnelle qui ne doit pas peut-être affecter directement les parents. Mais les parents peuvent jouer un rôle en amont d'information, de sensibilisation pour permettre aux jeunes de faire son choix librement. Parce qu'il s'agit de choix. Si le jeune est sensibilisé par les parents, il est informé par les parents, il sera mieux armé pour faire son choix et décider de partir ou de ne pas partir. Justement, parce qu'il y a certains qui pensent aujourd'hui que ce sont certains parents qui encouragent même les jeunes à partir. Oui, il peut y avoir des parents qui peuvent encourager les jeunes à partir, mais il y a des parents aussi qui ne sont même pas au courant du départ de certains jeunes. Pour les parents qui encouragent les jeunes à partir, moi je pense que les parents même doivent s'informer sur les enjeux de l'immigration, comprendre qu'est-ce qui va se passer au cours de l'immigration à l'arrivée et à destination, informer les jeunes, s'informer eux-mêmes et informer les jeunes, permettre aux jeunes d'avoir toutes les habilités pour bien décider et décider en connaissance des causes son départ.
D'accord. Pascal, aujourd'hui, quel rôle la jeunesse peut jouer dans la promotion d'une migration sûre, humaine et ordonnée, notamment au Mali? J'aimerais reprendre un tout petit peu ce qui vient d'être dit, donc sur le fait de passer un message, de passer l'information qui passe par d'un côté la répétition et d'un autre côté les alternatives à certains types de migration. Et je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je voulais juste vous parler un instant de tous ces jeunes qui sont sur les routes de manière irrégulière pour l'instant, qui vont vers en grande partie l'Afrique du Nord, mais pas seulement. Je mets souvent aussi quand même le haut là sur le fait qu'ils ont tous cette envie de traverser la Méditerranée. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Ils sont simplement en route en attendant de trouver un endroit où ils vont pouvoir se poser et avoir des meilleures opportunités. Ça fait 2 ans que l'OIM ici au Mali assiste des jeunes gens. La plupart du temps, ce sont des jeunes gens qui ont entre 18 et 30 ans, qui étaient en Afrique du Nord, en Libye, en Algérie, dans des conditions qui étaient loin d'être des conditions satisfaisantes. Et je pense que ce sont ces gens-là, à partir du moment où ils se sont reconstruits eux-mêmes, je pense que c'est important. Hein. C'est difficile d'être le porte-drapeau de quelque chose à partir du moment où on est encore complètement blessé par une expérience qui est soit négative, soit qui ne correspondait pas à ses attentes, soit qui est encore honteuse vis-à-vis de sa communauté. Mais ce sont eux qui peuvent être des relais tout à fait particuliers pour pouvoir passer un message sur c'est quoi la réalité quand on est dans le désert entre le Mali et l'Algérie, entre le Niger et la Libye. C'est quoi la réalité quand on est aux mains des passeurs? C'est quoi la réalité quand on est aux mains des trafiquants? C'est quoi la réalité de l'exploitation sexuelle, de l'exploitation économique? Le meilleur moyen de faire passer ce message, c'est par les jeunes eux-mêmes. Donc ça, c'est un message qui doit mettre en avant les dangers de la migration irrégulière. Même chose sur c'est quoi l'absence de perspective quand on est dans un centre de détention en Libye. Tous ces points-là, moi, je peux tenter de passer le message. Ce que je fais ici maintenant, le docteur Dicko peut faire la même chose. Mais en même temps, nous sommes ici dans un studio à Bamako. Moi, je dis souvent, moi, je suis ici avec mon costume et ma cravate. Ils vont m'entendre, mais ils ne vont pas m'écouter. Je l'ai fait, j'étais à la gare routière à Mopti, je discutais avec des jeunes. Je leur ai expliqué que j'étais de l'autre côté de la frontière, en Algérie auparavant. Je leur ai expliqué ce que c'était. Ils m'ont dit, on vous a entendu, c'est bien, vous nous avez passé le message, on verra. Après, ce sont leurs choix individuels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils allaient, malgré tout, pas tous, mais en tout cas une grande partie, allaient continuer à tenter l'expérience. Donc, pour revenir à votre question, quel rôle peut jouer cette jeunesse? C'est un rôle d'information sur ceux qui, malheureusement, ont fait ce choix souvent un choix par défaut, lié à la pression aussi, qu'elle soit de la communauté, qu'elle soit de la famille à quitter. La deuxième chose, je crois qu'il faut qu'ils fassent aussi part de leurs attentes sur une migration qui soit différemment gérée, qui leur permette vraiment d'être mobiles, qui leur permettent de faire des vrais choix. On a parlé des jeunes en milieux ruraux. Les jeunes en milieux ruraux, on se dit, mais pour eux, la seule solution, c'est éventuellement de rester ici et de développer une petite activité rurale. Alors, je ne dis pas que c'est mal, c'est plutôt bien, je pense que c'est nécessaire, effectivement, de pouvoir donner des perspectives d'avenir positives à l'endroit où on se trouve avec sa communauté, mais c'est bien aussi de pouvoir donner les autres perspectives afin que ce choix soit un vrai choix délibéré, informé, dans un cadre qui soit régulier. Le plus grand danger qu'on a, je vous ai parlé des trafiquants, des passeurs, de l'exploitation sexuelle et autres, à partir du moment où on sort quelque part du cadre légal, par nature, on est vulnérable. Ça a déjà été dit par un des autres intervenants avant moi. Et je crois, et je termine là, sur cette question de la jeunesse, cette jeunesse doit avoir des ambitions. C'est pas à moi à juger si elle a des ambitions ou pas. Elle doit avoir des ambitions. Elle doit pouvoir se donner les moyens. Donc pour ceux qui sont les moins formés, avoir envie de se former. Je ne mets pas la pression sur la jeunesse. Je dis, vous êtes jeune, l'avenir vous appartient. C'est toujours facile quelque part de dire je vais voir avec mes parents ou avec tel ou tel responsable politique et autres. Je ne pense pas.
Je pense que chacun, et j'en ai rencontré, ils ont fait des choix personnels, ils se sont engagés, certains ont pris des risques. Que ce soit des risques dans le cadre complètement légal ou autre, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient une valeur et qu'ils pouvaient contribuer à leur bien-être et au bien-être des gens qui les entourent. D'accord. Brema Elidiko, pensez-vous que cette jeunesse, notamment les jeunes migrants de retour, sont prêts à jouer ce rôle quand on voit le comportement de certains de ces jeunes migrants qui sont de retour dans les voitures et en costume? La jeunesse joue son rôle. Vous savez, la jeunesse, elle est plurielle. Je prends l'exemple de l'AME, l'Association malienne des expulsés. Il y a 22 ans, des jeunes ont été expulsés d'Arabie Saoudite, d'Angola, de la France, de beaucoup de pays. Et à l'époque, il n'y avait pas véritablement une structure officielle de prise en charge des migrants de retour forcé. En tout cas, qui travaillaient, qui connaissaient, qui pouvaient identifier tout le monde. Ils ont eu l'initiative de se mettre ensemble en tant que jeunes, en situation de retour forcé, pour pouvoir à la fois voir concrètement comment va être l'après-retour, comment gérer le stress, comment gérer le rapport en fait à la famille et comment faire un plaidoyer auprès des autorités et de leurs partenaires. Aujourd'hui, l'AME travaille avec l'OIM, travaille avec l'État, avec d'autres bailleurs de fonds. Et l'AME est à l'aéroport pratiquement tous les jours. Donc, pour accueillir aussi les migrants qui sont en retour forcé, parce que pour dire que bon, vous n'êtes pas les premiers en fait qui est expulsé ou qui est en retour forcé, voilà ce qu'on fait. Donc ça, c'est déjà un exemple. Il y a d'autres associations de jeunes formées par des migrants qui ont décidé de retourner. Par exemple, je prends le cas de Somankidi. Donc, c'est un village dans la région de Caille, qui s'appelle Somankidi-Croix, qui a été fondé par des migrants qui ont décidé de revenir au milieu des années 70. Ils ont investi dans l'agriculture moderne, ils font l'élevage, l'embauche bovine, et maintenant leurs enfants sont partis en Europe faire des études, certains sont revenus. Donc ils ont fondé la première coopérative agricole au Mali, qui marche très bien. Donc il y a eu beaucoup d'exemples comme ça de jeunes, des exemples associatifs, des exemples de coopératives, ou des exemples individuels, des gens qui montrent qu'ici on peut y réussir. Il y a aussi des boursiers d'excellence qui sont revenus, qui n'ont pas travaillé pour l'État, qui ne sont pas salariés de l'État, mais qui créent pour leur propre entreprise et qui embauchent d'autres jeunes et qui organisent à Bamako des formations et qui font venir des professeurs des grandes universités américaines, françaises, allemandes, etc. et qui dispensent des formations en fait ici. Et après, il y a d'autres jeunes qui ont accepté de s'inscrire dans le cadre du programme TOC10, qui est un programme initié par le PNUD depuis 1987, qui permet à beaucoup de jeunes de revenir au Mali, au Sénégal, en Mauritanie et d'autres pays pour mettre en place leurs compétences dans le domaine de la santé, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'enseignement supérieur et qui contribuent tant soit peu, en tout cas à renforcer les compétences au niveau local. Mais il y a des migrants également qui retournent, qui montrent également... Oui, bien sûr. Ensuite, vous avez des migrants qui ont amassé un certain nombre de ressources, donc un capital, qui ont compris que, bon, là-bas c'est bien, mais chez soi c'est mieux. Et qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'un pays comme le Mali, tout reste à faire dans tous les domaines et qui ont créé des entreprises dans différents domaines. Et on les rencontre à Caille, à Bamako et dans toutes les villes, certains dans le domaine agricole, d'autres dans le domaine des services, d'autres dans le domaine, en tout cas, informatique, etc. Donc, et ça marche bien. Et je pense que là, il y a un défi pour l'État et ses partenaires de valoriser... Je disais qu'il y a des jeunes également qui reviennent et qui ne montrent pas à leurs camarades que là-bas également, c'est dur. Oui, non, mais bien sûr, il y a ça. Effectivement, malheureusement, donc, je vais juste finir sur l'autre partie pour dire que ceux qui ont réussi, il est important, je pense à un moment donné, que l'État et ses partenaires valorisent ces expériences individuelles et collectives pour montrer quels sont ceux qui sont revenus, dans quel secteur ils ont investi, comment ils ont réussi, dans quel secteur. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'ici, il n'y a rien à faire, sauf que quand vous regardez, au Mali, vous trouvez plus de 68 000 étrangers qui sont dans le domaine de la couture, de la coiffure, de la restauration, dans le domaine du carrelage, de l'électricité. Donc, il y a des opportunités qu'ils saisissent que nous, on n'arrive pas à voir étant ici. Effectivement, il y a tous les jeunes qui reviennent, qui mentent sur leur situation, qui ne montrent pas que là-bas c'est dur. Et c'est notamment des gens qui vont acheter des voitures France au revoir, qui vont louer une villa à 500 000 francs CFA, je ne sais pas, dans un quartier de Bamako avec une piscine, qui vont s'abonner dans une boîte de nuit, qui vont faire la fête avec les jeunes filles et qui, peut-être en essayant de repartir dans une autre destination, vont revendre la voiture pour avoir le transport. Il y a cette catégorie. Mais donc c'est pour ça que je dis la jeunesse elle est plurielle. Il y a ceux qui montent de la mission. Il y a une dernière catégorie des jeunes, c'est la seconde génération, souvent voire même la troisième génération, qui souvent, à travers les vacances, a vu qu'il y a des opportunités ici. Et cette jeunesse issue de la migration investit aussi dans les pays d'origine. Et ça, au Mali, on en trouve beaucoup. D'accord. Qui travaillent dans les institutions internationales ou qui travaillent pour eux-mêmes. Madame Kankou Sangaré, certains jeunes partent parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Est-ce que vous pensez que si on demande à ces jeunes de rester, il y a réellement des alternatives qui sont proposées par les gouvernants du pays?
Oui, et moi je pense qu'il y a toujours des alternatives dans notre pays, et spécialement en Afrique. C'est un jeune continent. Les pays d'Afrique ont leur indépendance il n'y a pas plus de 100 ans encore. Ce sont des jeunes États où il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir. Mais seulement il faut valoriser les opportunités. Il faut les sérier, les valoriser et informer les jeunes des opportunités qu'ils peuvent saisir. Il y a beaucoup d'opportunités au Mali. Il y a l'agriculture. L'agriculture, il y a un adage qui dit que la terre ne ment pas au Mali. Il y a un adage qui dit au Mali que la terre ne ment pas. Donc l'agriculture est une opportunité pour les jeunes. Et à partir de l'agriculture, on peut développer le secteur industriel et le secteur même artistique. Parce qu'à partir du coton, on peut faire des tissus, on peut faire de la mode. Il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir et savoir faire l'interconnexion entre les activités et les opportunités. Faut-il multiplier les initiatives entrepreneuriales et les accompagner, notamment en ce qui concerne les jeunes, pour éviter ou réduire plutôt le taux de départ? Je ne pense pas que ce soit pour réduire le taux de départ. Je pense que c'est pour donner quelque part l'opportunité d'un choix, d'un vrai choix. Le fait de changer le narratif qui est de dire c'est mieux ailleurs. Donc ma seule solution, c'est de partir parce que ce sera mieux. Et c'est un narratif qu'on entend encore beaucoup trop souvent. Ça a été rappelé par les autres interlocuteurs ici. L'Afrique est un continent jeune. L'Afrique est un continent plein de potentiel. On a parlé un tout petit peu, enfin on n'en a pas parlé ici, mais avant de rentrer dans ce studio, on a parlé du changement climatique et autres. Le changement climatique, c'est une opportunité aussi pour l'Afrique. Je pense que tout est réuni en fait pour que l'Afrique se développe en fonction de ce changement climatique, qu'on puisse diversifier en fait l'approche. Donc quand on parle d'une approche agricole, bien sûr, mettons-la en lien avec des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, développons ça et je crois que la suite, ce sera un choix éclairé de la part de la jeunesse, de se dire je veux faire ma vie ici ou ailleurs, mais je ne suis pas ni poussé par la pression sociale, ni poussé par l'absence d'opportunités, je le fais parce que c'est mon choix. Et ça, je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit pouvoir travailler maintenant, et c'est vers ça aussi qu'on doit pouvoir faire en sorte que les législations s'adaptent à ça. Donc rendre effectivement les possibilités de départ régulières acceptables, faire en sorte que, à partir de là, et en mettant des opportunités complémentaires au pays, on diminue ce choix par défaut qui est la migration irrégulière. Je crois que le problème, c'est pas la migration. Le problème, c'est la migration irrégulière. Alors, le problème, c'est pas la jeunesse. Le problème, c'est, pour une partie de la population, l'absence d'opportunités. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit pouvoir travailler ici, maintenant et aujourd'hui, pour pouvoir changer le narratif. Et ça prendra encore un peu de temps. Hein. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est un processus, mais moi, je fais partie des gens qui sont éminemment, on va dire, positifs. Et je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Et que les jeunes pour le cas du Mali, est-ce qu'il y a une collaboration entre l'OIM et les autorités maliennes? Oui, bien sûr. On travaille, je vous l'ai dit, sur les questions de gouvernance. Donc, le Mali a sa politique nationale de migration, la PONAM. Je vous ai parlé du pacte mondial sur la migration. Donc, il y a cette volonté, quelque part, de mettre les deux textes en adéquation, de pouvoir faire des consultations avec les uns et les autres, dont, entre autres, au niveau de la société et des associations de jeunes et autres. Nous sommes là avec notre expertise, à disposition pour faciliter, mais certainement pas pour prendre un rôle qui ne nous incombe pas. Donc je crois qu'on a cette capacité de pouvoir mettre en lien l'expérience et l'expertise des uns et des autres. Le contexte national, le contexte local, il appartient aux gens qui vivent dans ce contexte national ou dans ce contexte local. Et comment améliorer ces différentes mesures et stratégies mises en place aujourd'hui?
Alors, comment l'améliorer? Je pense qu'on peut l'améliorer déjà avec une discussion entre nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'associations de migrants de retour, il y a des associations et des ONG qui militent contre la migration irrégulière, il y a même des fédérations d'associations de rapatriés, etc. etc. Donc, tout cela doit être dans un cadre que, par exemple, le CIGEM avait mis en place, mais bon, pour le moment, qui ne fonctionne plus, mais qu'il faut redynamiser parce qu'il y avait un cadre de concertation entre tous les acteurs, à la fois les associations des migrants, les candidats au départ, mais aussi les partenaires, l'État et ses partenaires, pour pouvoir voir quelles sont les aspirations en fait, à la fois des migrants de retour, mais aussi des migrants qui, en tout cas des candidats potentiels, parce que malheureusement tout le monde est un candidat potentiel. Ça dépend simplement des contraintes et des opportunités. Donc ça c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est de refaire par exemple ce qu'on avait fait en 2009 au Mali, le forum de la diaspora des investisseurs. On avait organisé ça au Mali, donc les représentants de toute la diaspora malienne de tous les 5 continents étaient là au Mali et on a présenté à la diaspora les opportunités réelles d'investissement au Mali. Ça a permis à certains migrants de savoir que bon, au Mali il y a des opportunités dans tel secteur. Et ensuite, il y avait un comité de suivi qui avait été mis en place. Bon, malheureusement, au Mali, les ministres changent comme des chemises, donc souvent il n'y a pas de suivi des initiatives, mais ça c'est un aspect. Alors l'autre aspect, c'est aussi de valoriser la reconversion professionnelle que l'ANPE offre aux jeunes, parce que tout le monde, les universités sont devenues des fabriques de chômeurs, mais au moins l'ANPE donne la possibilité aux gens de se réorienter vers d'autres formations et surtout cultiver l'entrepreneuriat. Donc tout le monde puisse s'informer afin de comprendre et dialoguer pour s'entendre sur la question. Merci Dr Brema Eli Diko, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Bamako et spécialiste de la migration. Madame Kankou Sangaré était au téléphone, elle est magistrate présidente du tribunal de grande instance à Ségou, et Pascal Reitchens est chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Mali. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Nouhoum Djiré, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.